Le soleil de septembre inondait les pavés de la place Saint-Paul quand Geneviève descendit du tramway, serrant contre elle un petit sac en toile délavé. À 18 ans, elle possédait si peu que tout tenait dans ce bagage usé, une robe bleu marine achetée aux puces, ses économies de serveuse, et une recette de madeleine griffonnée sur un papier jauni qu'elle avait trouvé dans ses affaires d'enfant. L'église se dressait devant elle, imposante et froide. Des invités en costumes sombres et robes colorées gravissaient les marches en bavardant joyeusement. Geneviève lissa sa robe modeste et releva le menton. Après 2 années sans nouvelles, sa mère l'avait enfin invitée à son mariage. Ce devait être un signe de réconciliation. Elle poussa les lourdes portes de bois. L'orgue résonnait dans la nef bondée, mais les conversations s'interrompirent sur son passage. Des regards curieux, puis gênés, la suivirent jusqu'à l'avant de l'église où Claire, radieuse en robe ivoire, conversait avec le futur marié. Sa mère était encore plus belle que dans ses souvenirs. 42 ans, des cheveux blonds impeccablement coiffés, un sourire éclatant qui se figea instantanément en apercevant sa fille. « Maman » murmura Geneviève en s'approchant. Le silence se fit autour d'elle. Claire recula d'un pas, comme face à une apparition malveillante. Ses yeux bleus, autrefois tendres, étaient devenus 2 éclats de glace. « Qu'est-ce que tu fais ici » siffla-t-elle entre ses dents, assez fort pour que les premiers rangs entendent. Geneviève sentit ses joues s'empourprer. « Tu m'as invité, le faire part. »« Je ne t'ai rien envoyé. » La voix de Claire claqua comme un fouet. « Je déteste ton père et refuse tout lien avec toi. Pars d'ici. » Immédiatement. Les mots frappèrent Geneviève comme des gifles. Autour d'elle, les invités s'agitaient, mal à l'aise. Certains baissaient les yeux, d'autres chuchotaient derrière leurs mains. Pierre, l'homme que sa mère épousait, se tenait figé à quelques pas. C'était un médecin respecté d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et au regard habituellement bienveillant. Mais en cet instant, son visage était livide et ses mains tremblaient imperceptiblement. Il ouvrit la bouche comme pour intervenir, puis la referma, détournant les yeux avec ce qui ressemblait à de la culpabilité. « Maman, s'il te plaît. » Tenta encore Geneviève, sa voix se brisant. « Tu n'es plus ma fille. » Les mots de Claire résonnèrent dans toute l'église. « Pour moi, tu es morte le jour de ta naissance. Disparais de ma vue et ne reviens jamais. » Le coup était si brutal que Geneviève chancela. Des larmes brûlantes lui montèrent aux yeux, mais elle refusa de pleurer devant tous ces gens. Elle redressa les épaules et regarda sa mère une dernière fois. « Un jour, tu regretteras ces mots, » dit-elle d'une voix étonnamment ferme. Puis elle tourna les talons et remonta l'allée sous les regards embarrassés de l'assemblée. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans le silence oppressant. Derrière elle, l'orgue reprit sa mélodie, comme si rien ne s'était passé. Sur le parvis, Geneviève aspira l'air frais à plein poumon. Ses jambes tremblaient, mais une étrange détermination l'envahissait. Elle sortit de son sac la recette de madeleine froissée et la contempla. Ces quelques lignes d'encre délavée étaient désormais son seul lien avec un passé qu'elle ne comprenait pas. En s'éloignant de l'église, elle ne se retourna pas. Elle ne vit pas Pierre qui la suivait des yeux depuis le portail, le visage ravagé par un secret qui le rongeait depuis 18 ans. Elle ne l'entendit pas murmurer son prénom dans un souffle, comme une prière ou un remords. Geneviève Laval venait de naître à sa vraie vie. Seule, blessée, mais libre. Et quelque part au fond d'elle, une voix mystérieuse lui susurrait qu'elle portait en elle des trésors qu'elle n'imaginait pas encore. L'avenir l'attendait, imprévisible et plein de mystères à élucider. 3 jours après le mariage, Geneviève arpentait les ruelles du Vieux-Lyon avec ses derniers euros en poche. Les petites annonces froissées dans sa main proposaient des chambres hors de prix ou des colocations avec des étudiants bruyants. À chaque refus, son estomac se serrait un peu plus. C'est en passant devant une maison de travers au volet vert qu'elle aperçut la pancarte discrète « Dame âgée cherche aide à domicile. Logement possible ». L'adresse correspondait à cette demeure qui semblait sortie d'un conte, avec ses pierres dorées et sa glycine qui grimpait le long des murs. Geneviève hésita, puis frappa. Des pas traînants se firent entendre, puis la porte s'entr'ouvrit sur un visage ridé mais encore alerte. La vieille dame avait des cheveux blancs impeccablement tirés en chignon et portait un tablier brodé qui sentait la lavande. «
Marguerite Dubois se présenta-t-elle en détaillant Geneviève de ses yeux perçants. « Et vous êtes ? » ?»« Geneviève. Je viens pour l'annonce. » Quelque chose d'étrange passa dans le regard de Marguerite. Ses yeux s'attardèrent sur les mains fines de la jeune fille, puis remontèrent vers ses yeux verts. Un silence s'étira, troublant. « Entrez donc, mon enfant. » La maison était un musée vivant. Des meubles anciens côtoyaient des casseroles en cuivre suspendues aux poutres. L'odeur de vanille et de beurre flottait dans l'air, mélangée à celle des herbes séchées. Marguerite observait Geneviève avec une intensité troublante, comme si elle cherchait à résoudre une énigme. « Vous savez cuisiner ?» demanda-t-elle finalement. « Un peu. »« Ma mère ?» Geneviève s'interrompit, la gorge nouée. « J'ai appris seule, surtout. » Marguerite hocha la tête, l'air pensif. « Montrez-moi vos mains. » Geneviève tendit ses paumes. Les doigts de Marguerite effleurèrent sa peau avec une douceur surprenante. « Des mains de pâtissière, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Geneviève. « Vous avez les doigts longs et sensibles. » C'est rare, de nos jours. L'arrangement fut simple, Geneviève s'occuperait des courses, du ménage et tiendrait compagnie à Marguerite en échange du gîte et du couvert. Mais très vite, les journées prirent un rythme particulier. Chaque matin, pendant que Marguerite buvait son thé, elle observait Geneviève préparer le petit déjeuner avec une attention qui mettait la jeune fille mal à l'aise. « Vous tenez mal ce couteau » critiquait-elle un jour. « Un couteau, c'est comme un pinceau. Il faut le guider, pas le forcer. » Puis venaient les conseils, distillés avec parcimonie. Comment pétrir la pâte pour qu'elle respire? Pourquoi il fallait tamiser la farine 3 fois, jamais 2? Des secrets transmis comme des confidences, accompagnés d'histoires sur l'époque où Lyon avait les meilleurs pâtissiers de France. Le soir, Geneviève travaillait dans une boulangerie industrielle de Villeurbanne. Un labeur ingrat où elle enfournait des centaines de baguettes identiques sous la lumière blafarde des néons. Mais ses collègues remarquèrent rapidement qu'elle avait un don inexplicable, ses pains levaient mieux, ses viennoiseries étaient plus dorées. Comme si ses mains possédaient une magie secrète. « Tu as appris où ?» lui demandait Marc, le chef boulanger. Geneviève ne savait que répondre. Elle se contentait de hausser les épaules, mais au fond d'elle grandissait la certitude qu'elle portait quelque chose d'unique. Une intuition qui la guidait, une voix silencieuse qui lui soufflait les bons gestes. Un matin de novembre, alors qu'elle préparait des madeleines selon la recette froissée de son enfance, Marguerite s'immobilisa sur le seuil de la cuisine. Son visage était devenu livide. « Où avez-vous trouvé cette recette ?» Sa voix tremblait. « Elle était dans mes affaires de bébé. »« Pourquoi ?» Marguerite s'approcha lentement, comme hypnotisée par les gestes précis de Geneviève. La façon dont elle cassait les œufs, dont elle incorporait la farine, tout semblait familier à la vieille dame. « Rien, mon enfant. » Continuez. Mais Geneviève avait saisi quelque chose dans son regard. Une reconnaissance troublante, mêlée de tristesse et de secrets enfouis. Cette nuit-là, elle entendit Marguerite pleurer doucement dans sa chambre, puis murmurer un prénom qu'elle ne saisit pas entièrement. Au fil des semaines, Geneviève économisait chaque euro, nourrissant un rêve encore flou. Elle voulait plus que survivre. Elle voulait créer, exister par ses propres mains. Et quelque part, au fond de son cœur blessé, grandit une certitude, sa vraie famille, c'était celle qu'elle allait se construire. 10 ans plus tard, printemps 2005. Geneviève tenait la lettre de Marguerite entre ses mains tremblantes. La vieille dame était partie paisiblement dans son sommeil la semaine précédente, lui léguant sa maison et une enveloppe cachetée avec cette instruction, à n'ouvrir qu'après mes obsèques. Ma chère Geneviève, il est temps que tu saches. Ton père s'appelait Antoine Laval. J'étais sa gouvernante, et j'ai vu naître son génie. Tu as hérité de ses mains et de son âme. La pâtisserie au 47 rue des Marronniers t'appartient par droit de naissance. Elle t'attend depuis 18 ans. Fais en quelque chose de beau, mon enfant. Tu portes en toi un don que le monde a besoin de retrouver. 2 mois plus tard, Geneviève se tenait devant une vitrine poussiéreuse dans le 5e arrondissement. L'enseigne délavée, Pâtisserie Laval, pendait de travers, mais la structure était solide.
À l'intérieur, des fours anciens côtoyaient des présentoirs recouverts de toiles d'araignée. L'odeur de levure et de vanille imprégnait encore les murs, comme un parfum de famille oubliée. Elle avait économisé chaque euro pendant 10 ans. Entre son travail de nuit et les petits héritages de Marguerite, elle possédait juste assez pour remettre l'endroit en état. Mais elle manquait cruellement d'aide pour la restauration. « Vous comptez vraiment rénover cette ruine ?» Geneviève se retourna. Un homme d'une trentaine d'années l'observait depuis le seuil, une caisse à outils à la main. Grand, les cheveux châtains ébouriffés et les avant-bras puissants, il portait un tablier de cuir marqué par le travail du bois. Thomas Carpentier, se présenta-t-il avec un sourire timide. J'étais venu voir l'état des menuiseries pour le propriétaire précédent. Enfin, la propriétaire précédente. C'est moi, maintenant. Geneviève releva le menton avec une fierté toute neuve. Et oui, je compte bien rendre vie à cet endroit. Thomas examina les boiseries anciennes, caressant les moulures sculptées avec le respect d'un artisan. C'est du travail magnifique. Fin 19e, je dirais. Il faudrait juste poncer, traiter et vernir. Ces meubles ont de la valeur. Combien ? Geneviève retint son souffle. Pour vous ? Rien. Je cherche un projet qui ait du sens. Elle fronça les sourcils. Pourquoi ? Thomas hésita, puis haussa les épaules. Disons que je connais la sensation de repartir de zéro. J'ai grandi à l'assistance publique. Quand on n'a pas de famille, on doit se construire sa propre histoire. Quelque chose dans sa voix fit écho aux blessures de Geneviève. Ils passèrent les semaines suivantes à travailler côte à côte en silence. Elle ponçait les comptoirs pendant qu'il restaurait les étagères. Elle décapait les murs pendant qu'il réparait les volets. Leurs gestes s'accordaient naturellement, comme s'ils avaient toujours travaillé ensemble. Le jour où elle testa le premier four, Thomas était assis sur un escabeau, finissant de vernir la dernière étagère. L'odeur du bois ciré se mêlait à celle du pain chaud. Geneviève sortit une fournée de madeleines dorées, parfaite, et entendit une à Thomas. Il croqua dedans et ses yeux s'écarquillèrent. « Mon Dieu, où avez-vous appris ça ? » Je ne sais pas. C'était la vérité. Ses mains semblaient connaître des secrets que sa tête ignorait. C'est comme si quelqu'un me guidait. Thomas la regarda avec une intensité nouvelle. Vous savez ce que ça veut dire ? Vous allez révolutionner ce quartier. L'inauguration de « Chez Marguerite » eut lieu un samedi de juin. Les habitants du quartier, d'abord méfiants, furent conquis dès la première bouchée. Les recettes de Geneviève avaient quelque chose d'unique, elles réveillaient des souvenirs d'enfance, des goûts oubliés que leur grand-mère préparait l'autrefois. Thomas resta. D'abord pour terminer les finitions, puis pour l'aider aux livraisons, enfin par plaisir d'être là. Leur conversation s'approfondissait au fil des soirées. Ils parlaient de leurs enfances brisées, de leur rêve de construire quelque chose de durable. Entre eux naissait une complicité faite de silences complices et de gestes tendres. Un soir, alors qu'ils fermaient ensemble, Thomas effleura sa main. « Geneviève, je ne sais pas si j'ai le droit, mais... » « Nous avons tous les droits, murmura-t-elle. « Nous n'avons que nous. » Leur premier baiser eut le goût de la farine et l'odeur du bois fraîchement verni. Pour la première fois depuis le mariage de sa mère, Geneviève se sentait vraiment chez elle quelque part. Mais au fond d'elle persistait une question lancinante, qui était vraiment Antoine Laval ? Et pourquoi sa mère le haïssait-elle à ce point ? Un jour, elle trouverait les réponses. En attendant, elle construisait sa propre famille, une Madeleine à la fois. Automne 2012, Lyon. Geneviève ajusta sa veste marine et vérifia une dernière fois son reflet dans le rétroviseur. À 35 ans, elle avait acquis une élégance naturelle que la jeune fille humiliée de 17 ans n'aurait jamais imaginée. Ces 3 pâtisseries prospéraient dans les quartiers populaires de Lyon, et l'article du magazine « Saveurs lyonnaises » sur ces « recettes retrouvées » venait de lui ouvrir une porte inespérée. L'Institut Paul Bocuse se dressait devant elle, temple de la gastronomie française. Son invitation à présenter ses recherches sur les techniques traditionnelles perdues représentait la consécration de 17 années de labeur acharné. Thomas lui avait pressé la main ce matin en murmurant « Montre-leur de quoi tu es capable ». L'amphithéâtre bruissait de conversations feutrées.
50 professionnels de l'art culinaire, journalistes spécialisés et étudiants brillants s'installaient dans les gradins. Geneviève reconnut plusieurs figures emblématiques de la gastronomie lyonnaise. Son cœur battait, mais c'était l'excitation du défi, pas la peur. Elle se dirigeait vers l'estrade quand une voix glaciale claqua dans son dos. « Excusez-moi, mademoiselle. Vous n'avez rien à faire ici. » Geneviève se retourna lentement. Le temps s'arrêta. Claire se tenait à 2 mètres d'elle, impeccable dans son tailleur gris perle, les cheveux désormais argentés mais toujours parfaitement coiffés. 59 ans et cette même beauté froide qui avait terrorisé l'enfant d'autrefois. « Bonjour, maman. » Les mots sortirent malgré elle, dans un souffle. Le visage de Claire se durcit encore davantage. « Je ne suis pas votre mère. Et vous n'avez pas votre place dans cette institution. » Autour d'elle, les conversations cessaient peu à peu. L'attention se concentrait sur cette confrontation inattendue. Geneviève sentit tous les regards converger vers elle, mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. « Je suis Geneviève Laval, propriétaire de 3 pâtisseries lyonnaises et auteure de l'article sur les techniques ancestrales. Mon invitation est parfaitement légitime. » « Laval ?» Claire eut un sourire méprisant. « Vous n'avez aucun droit de porter ce nom. Tu postules ici ? Tu n'as aucune chance face aux vrais professionnels. Disparais avant de te ridiculiser davantage. » L'humiliation publique. Exactement comme 17 ans plus tôt, mais cette fois, Geneviève n'était plus une adolescente fragile. Elle redressa les épaules et soutint le regard de Claire. « Madame, je ne sais pas quel démon vous hante, mais ils ne m'appartiennent pas. J'ai ma place ici par mon travail et mon talent. » « Votre talent ?» Claire haussa la voix, s'assurant que tous entendent. « Une vulgaire vendeuse de gâteaux qui se prend pour une chef. Regardez-la bien, mesdames et messieurs. Voilà ce qui arrive quand on laisse n'importe qui prétendre à l'excellence. » Un silence embarrassé s'abattit sur l'amphithéâtre. Geneviève sentit la honte brûler ses joues, mais refusa de céder. 17 années de construction de soi ne s'effondreraient pas sous les mots venimeux d'une femme brisée. « Mon travail parlera pour moi, » dit-elle d'une voix ferme. Dans les gradins, un homme d'une 60aine d'années se leva brusquement. Le docteur Philippe Rousseau, barbe blanche et allure distinguée, fixait Geneviève avec des yeux écarquillés. Son visage était devenu livide, comme s'il venait de voir un fantôme. « Mon Dieu !» murmura-t-il, assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. « C'est impossible. »« Antoine ?» Claire se retourna vers lui, paniquée. « Philippe, qu'est-ce que vous ?» Les yeux, la forme du visage, et ses mains. Le docteur Rousseau descendait les marches, fasciné. « Mademoiselle, pardonnez-moi cette question, mais, connaissez-vous un certain Antoine Laval ?» Le silence était devenu pesant. Geneviève sentit que quelque chose d'énorme était sur le point de basculer. Claire semblait pétrifiée, tous ses masques tombant d'un coup. « C'était mon père, » répondit Geneviève, la gorge serrée. « Mais il est mort quand j'étais bébé. » Le docteur Rousseau échangea un regard lourd de sens avec Claire, qui reculait comme si elle cherchait à fuir. « Il faut que nous parlions, » dit-il gravement à Geneviève. Tous les 3. Immédiatement. Dans l'amphithéâtre, les murmures enflaient. Claire, acculée, lança un dernier regard haineux à Geneviève. « Tu ne sais rien de ce que tu déchaînes, » siffla-t-elle entre ses dents. Puis elle tourna les talons et disparut par une porte dérobée, laissant derrière elle le parfum âcre de secret sur le point d'exploser. Geneviève resta plantée là, le cœur battant, pressentant que sa vie entière allait changer dans les minutes qui suivraient. Le cabinet du docteur Rousseau sentait le cuir et l'antiseptique. Geneviève était assise face au vieil homme, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. Après la fuite précipitée de Claire, il l'avait emmenée ici en murmurant qu'il était temps que quelqu'un lui dise enfin la vérité. « J'étais interne à l'Hôtel Dieu en 1977, commença-t-il, ses yeux bleus fixés sur un point invisible. Une nuit de novembre, Pierre Moreau m'a appelé en urgence. Un accouchement à domicile qui tournait mal. » Geneviève retint son souffle. Chaque mot du docteur Rousseau semblait peser une tonne. « Nous sommes arrivés dans un petit appartement du 5e arrondissement. Une jeune femme de 19 ans perdait son sang sur un lit défait.
À côté d'elle, un homme de son âge la tenait par la main en pleurant. Il s'appelait Antoine Laval. Le cœur de Geneviève bondit. Son père. Enfin, quelqu'un qu'il avait connu vivant. Antoine était apprenti dans la plus ancienne pâtisserie de Lyon. Un garçon brillant, promis à un grand avenir. Il était fiancé à Claire depuis 2 ans quand il a rencontré Marie. Marie? Geneviève fronça les sourcils. La sœur jumelle de Claire. Identique physiquement, mais si différente de caractère. Claire était volontaire, déterminée. Marie était douce, rêveuse. Antoine est tombé amoureux de Marie du premier regard. Le docteur Rousseau se leva et se dirigea vers la fenêtre, les mains croisées dans le dos. Marie a caché sa grossesse par honte. À l'époque, une fille-mère, c'était le déshonneur familial. Elle s'est réfugiée chez Antoine quand les contractions ont commencé. Geneviève imaginait la scène. Sa mère, si jeune, terrifiée et seule. Nous avons fait tout notre possible, Pierre et moi. Mais l'hémorragie était trop importante. Marie est morte en vous donnant la vie, mademoiselle Laval. Le silence s'abattit sur le cabinet. Geneviève sentit des larmes brûler ses paupières. Sa vraie mère était morte pour qu'elle vive. Antoine était anéanti. Il vous tenait dans ses bras en sanglotant quand Claire est arrivée. Elle avait appris pour sa sœur par une voisine. La scène qui a suivi. Le docteur Rousseau secoua la tête. Je n'oublierai jamais ses cris de douleur et de rage. Qu'est-il arrivé ensuite? Antoine a supplié Claire de vous prendre. Il était trop jeune, trop pauvre pour élever un enfant seul. Claire a accepté, mais à une condition terrible, qu'Antoine disparaisse définitivement de Lyon. Qu'il renonce à vous voir grandir. Geneviève comprenait maintenant la haine de Claire. Chaque fois qu'elle la regardait, elle voyait la trahison de sa sœur et la mort qui avait suivi. Et il est parti? Le lendemain. Il vous a embrassé une dernière fois et a pris le premier train pour Paris. Il a trouvé du travail dans une grande pâtisserie des Champs-Élysées. 2 ans plus tard, nous avons appris sa mort dans un accident de voiture. Le docteur Rousseau retourna s'asseoir, son visage marqué par 35 ans de culpabilité. Mais il y a autre chose, mademoiselle. Quelque chose de plus grave. Il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier jauni. Pierre a falsifié le certificat de décès de votre mère. Au lieu de mentionner l'hémorragie postpartum, il a écrit « maladie subite ». Nous voulions éviter une enquête sur l'accouchement clandestin. Geneviève écarquilla les yeux. C'est illégal? Très. Pierre risquait la prison et l'interdiction d'exercer. Claire l'a découvert quelques années plus tard en fouillant dans ses affaires. Depuis, elle le fait chanter avec ça. Tout s'éclairait enfin. Le silence de Pierre au mariage, sa culpabilité évidente, son incapacité à défendre Geneviève. Pierre m'a tout raconté avant sa mort en 2010. Il voulait réparer, mais Claire le menaçait de tout révéler. Il avait une femme, des enfants, une réputation à protéger. Le docteur Rousseau tendit une boîte en carton à Geneviève. Il m'a confié ceci pour vous. Pierre avait gardé les derniers effets personnels d'Antoine. Les mains tremblantes, Geneviève ouvrit la boîte. Un carnet de recettes écornées, des lettres jamais envoyées commençant par « Ma chère petite fille », une photo de Marie enceinte qui lui ressemblait trait pour trait, et un acte de naissance original mentionnant Antoine Laval comme père. Votre père vous aimait, mademoiselle. Il écrivait ces lettres chaque semaine sans pouvoir vous les envoyer. Il rêvait du jour où vous découvririez son héritage culinaire. Geneviève serra le carnet contre sa poitrine. À travers ses pages griffonnées, elle sentait enfin la présence de celui qui lui avait transmis son don. Et maintenant, murmura-t-elle. Maintenant, vous savez qui vous êtes vraiment. Et Claire ne peut plus rien contre vous. Dehors, l'orage grondait. Mais pour la première fois de sa vie, Geneviève se sentait complète. Geneviève était assise dans sa cuisine, entourée des trésors que lui avait légués son père. Le carnet de recettes d'Antoine révélait un génie culinaire qu'elle n'avait jamais soupçonné. Chaque page débordait d'innovations, des techniques pour révéler les saveurs cachées, des associations inattendues qui créaient des émotions dans la bouche.
Mais ce qui la bouleversait le plus, c'étaient ces lettres qu'il lui écrivait depuis Paris. Des mots d'amour pur, des conseils tendres, des rêves qu'il nourrissait pour elle. Ma petite étoile, j'espère qu'un jour tu découvriras que la pâtisserie n'est pas un métier, mais une langue. Celle qui permet de dire « je t'aime » sans prononcer un mot. Thomas, silencieux dans le canapé, respectait sa douleur. Il avait compris que sa compagne venait de naître une seconde fois. En feuilletant les dernières pages du carnet, Geneviève découvrit une note qui la figea. L'écriture n'était pas celle d'Antoine, mais une main féminine qu'elle reconnut immédiatement. « Marguerite, je te confie mon plus grand trésor. Veille sur elle de loin, mais ne révèle jamais qui tu es tant qu'elle n'aura pas trouvé sa voie. Elle doit découvrir son don par elle-même pour qu'il soit vraiment sien. Antoine. » Geneviève relut plusieurs fois, le cœur battant. Marguerite ne l'avait pas trouvé par hasard. Elle l'avait cherché pendant des années, attendant le bon moment. La vieille dame avait passé 10 ans à surveiller discrètement une enfant blessée, puis avait ouvert sa porte à l'adolescente chassée. Une bouffée de tendresse et de reconnaissance l'envahit. Même morte, Marguerite continuait de la protéger à travers ses révélations. Mais il restait une dernière chose à faire. Une conversation qu'elle ne pouvait plus éviter. Le lendemain matin, Geneviève se présenta au domicile de Claire. L'appartement bourgeois du 7e arrondissement reflétait parfaitement sa propriétaire, froid, impeccable et sans âme. Claire ouvrit la porte, déjà sur la défensive. « Qu'est-ce que tu veux encore ? » ?»« Parler. » Pour la dernière fois. Claire recula pour la laisser entrer, mais son visage restait fermé. Dans le salon aux meubles cirés, elles se firent face comme deux étrangères que tout oppose. « Je sais tout maintenant », commença Geneviève en posant le carnet d'Antoine sur la table basse. « Papa, Marie, le chantage, Marguerite. » Tout. Claire observa le carnet comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Ses mains se mirent à trembler. « Il n'était pas ton papa, » cracha-t-elle. « C'était un voleur qui m'a pris ce que j'avais de plus cher. » Marie ? Marie était ma moitié. Nous étions inséparables depuis le ventre de notre mère. Tout ce que je faisais, c'était pour nous deux. Mes fiançailles avec Antoine, c'était notre avenir à toutes les deux que je construisais. Pour la première fois, Geneviève entendait de la souffrance dans la voix de Claire, pas seulement de la colère. Et puis elle me l'a pris. En une nuit, j'ai perdu ma sœur, mon fiancé et mon avenir. Il ne me restait qu'un bébé qui pleurait et qui avait ses yeux. Claire s'effondra dans son fauteuil, les épaules secouées de sanglots contenus depuis 35 ans. J'ai essayé de t'aimer. Les premières années, j'y arrivais parfois. Mais tu grandissais et tu lui ressemblais de plus en plus. À lui était à elle. C'était insoutenable. Geneviève sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. La haine de Claire n'était que douleur travestie. Quand tu faisais de la pâtisserie enfant, tu avais exactement ces gestes. C'était comme s'il revenait me narguer depuis la tombe. Alors j'ai tout fait pour que tu arrêtes. Mais pourquoi me garder si c'était si difficile ? Claire leva vers elle des yeux rougis. Parce que tu étais tout ce qui me restait d'elle. Et que malgré ma haine, je ne pouvais pas te faire de mal. Pas vraiment. Le silence s'installa entre elles. Geneviève comprenait enfin que Claire avait été autant victime qu'elle des événements de 1977. « Je ne te demande pas de pardon, » murmura Claire. « Je sais que je ne le mérite pas. Mais sache que chaque jour où je t'ai fait souffrir, je souffrais aussi. » Geneviève se leva, le carnet serré contre elle. À la porte, elle se retourna une dernière fois. « Un jour peut-être, nous pourrons nous parler sans que les fantômes du passé soient entre nous. » Claire hocha la tête, les larmes coulant librement sur ses joues. Pour la première fois depuis 35 ans, elle ressemblait à la femme brisée qu'elle était vraiment. Les semaines qui suivirent la confrontation avec Claire furent les plus difficiles de la vie de Geneviève. Chaque soir, elle relisait les lettres de son père, découvrant un amour paternel qu'elle avait cru inexistant. Antoine y décrivait ses créations comme des « poèmes sucrés pour ma petite étoile », expliquant que chaque recette était une façon de lui dire qu'il pensait à elle. Thomas la trouvait souvent endormie sur la table de la cuisine, une lettre froissée contre sa joue, les traces de larmes séchées sur son visage.
Il la portait alors délicatement jusqu'au lit, couvrait ses épaules et murmurait des mots d'amour qu'elle entendait dans son sommeil. Un matin de décembre, alors qu'elle testait une nouvelle variation de madeleine inspirée des notes de son père, on frappa à la porte de la pâtisserie. Geneviève leva les yeux de sa patte et découvrit Claire sur le seuil, l'air fragile dans son manteau de laine noire. « Je peux entrer ?» Sa voix était différente. Plus douce, cassée par l'émotion. Geneviève hocha la tête et Claire s'avança lentement, observant l'ancien royaume de la famille Laval restauré avec amour. « C'est exactement comme avant, » murmura Claire en effleurant le comptoir de marbre. « Quand j'étais petite, Marie et moi venions ici avec notre mère. Antoine père nous offrait toujours une religieuse au chocolat. » Pour la première fois, Claire parlait du passé sans amertume. Geneviève continua de pétrir sa pâte, laissant le silence faire son œuvre. « Tu as ses mains ?» reprit Claire en observant les gestes précis de Geneviève. La même façon de sentir la pâte, de savoir quand elle est prête. Claire sortit de son sac un petit écrin de velours rouge, usé par les années. « Ceci t'appartient. » L'écrin contenait une bague de fiançailles ancienne, un solitaire discret serti dans de l'or blanc. Geneviève reconnut immédiatement le bijou que portait Marie sur la photo trouvée chez le docteur Rousseau. « Antoine me l'avait offerte », expliqua Claire, la voix tremblante. « Mais c'est Marie qui l'a portée. » « Marie qui a été aimée avec cette bague. Elle te revient. » Geneviève essuya ses mains farnées avant de prendre délicatement l'écrin. Le poids du bijou était léger, mais celui de l'histoire qu'il portait était immense. « Pourquoi maintenant ?» Claire s'assit sur l'un des tabourets, soudain vieillie. « Parce que j'ai passé 35 ans à haïr tout ce qu'Antoine avait touché. Et je me suis rendu compte que ça incluait, toi. Le pardon ne vint pas d'un coup. » Il s'installa petit à petit, au fil des visites timides de Claire, qui venait parfois regarder Geneviève travailler sans rien dire. Parfois, elle apportait de vieilles photos de Marie enfant, où Geneviève découvrait d'où lui venait son sourire. Thomas observait ce rapprochement délicat avec la patience d'un artisan. Il avait commencé à restaurer secrètement l'arrière-boutique de la pâtisserie, y ménageant un petit salon intime aux boiseries cirées et aux fauteuils de velours. Un soir de février, après la fermeture, il prit la main de Geneviève et l'emmena dans cette pièce transformée. Des bougies éclairaient l'espace d'une lumière dorée, et sur la table ancienne trônait une petite boîte en bois de noyer. « Thomas, qu'est-ce que... » Il s'agenouilla devant elle, ses yeux brillants d'émotion. « Geneviève, nous n'avons pas eu de famille dans l'enfance, mais nous pouvons en créer une maintenant. Une famille choisie, construite sur l'amour et la confiance. » Il ouvrit la boîte, révélant une alliance unique, la bague de Marie, transformée par ses soins d'ébéniste. Le solitaire était désormais serti dans un anneau de bois précieux, celui-là même de l'ancien fourni de son père. « Veux-tu m'épouser dans cette pâtisserie qui t'a vu renaître ? Veux-tu que nous écrivions ensemble la suite de ton histoire ?» Geneviève fondit en larmes, toutes les douleurs passées se transformant en joie pure. « Oui » murmura-t-elle en se jetant dans ses bras. « 1000 fois oui. » La bague glissa parfaitement à son doigt, comme si elle l'avait toujours attendue. Dans ce geste simple, 3 générations se réconciliaient, Antoine qui avait aimé, Marie qui avait donné la vie, et Geneviève qui continuait leur histoire. Dehors, la neige commençait à tomber sur Lyon, recouvrant le passé d'un voile de pureté. L'avenir s'ouvrait enfin, lumineux et plein de promesses. Printemps 2013, 1 an plus tard. La pâtisserie Laval n'avait jamais été aussi belle. Thomas avait transformé l'arrière-boutique en un salon chaleureux aux poutres apparentes et aux fenêtres inondées de lumière. Quelques chaises dépareillées, des bouquets de pivoine blanc et l'odeur de brioche qui flottait dans l'air, tout était parfait pour un mariage intime. Geneviève se regardait dans le petit miroir ancien. Sa robe de mariée était simple, couleur ivoire, choisie pour mettre en valeur la bague de Marie qui brillait à son doigt. À 6 mois de grossesse, elle rayonnait d'un bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Claire entra discrètement, portant un petit bouquet de muguet. « De la part de Marie », dit-elle simplement en le tendant à Geneviève. Depuis leur réconciliation, Claire avait trouvé sa propre façon de guérir. Elle venait chaque semaine à la pâtisserie, d'abord pour regarder Geneviève travailler, puis pour l'aider aux tâches simples. Leurs conversations restaient rares,
mais l'empreinte d'une tendresse nouvelle. Tu es radieuse, murmura Claire, les yeux brillants. Comme elle l'était. La cérémonie fut à l'image de leur amour, authentique et sans artifice. Le maire du 5e arrondissement, un habitué de la pâtisserie, officia avec émotion. Les témoins étaient peu nombreux mais choisis, le docteur Rousseau, quelques amis du quartier, et Claire, assise au premier rang, le visage serein pour la première fois depuis des décennies. Quand Thomas glissa l'alliance au doigt de Geneviève, elle sentit 3 présences bienveillantes autour d'eux, Antoine qui souriait de voir son héritage perpétué, Marie qui bénissait cet amour sincère, et Marguerite qui veillait sur sa « petite » depuis l'au-delà. « Nous y voilà » chuchota Thomas en l'embrassant. Monsieur et Madame Carpentier-Laval. Le repas de noces fut un festival de saveurs. Geneviève avait préparé toutes les recettes de son père, modernisées par son propre talent. Chaque bouchée racontait une histoire, tissait un lien entre le passé et l'avenir. Pendant le dessert, Geneviève se leva, une main posée sur son ventre arrondi. « J'ai une annonce à vous faire, dit-elle, la voix tremblante d'émotion. Thomas et moi avons décidé d'ouvrir une école de pâtisserie pour les jeunes en difficulté. Elle s'appellera l'école Antoine et Marie, et proposera des formations gratuites. » L'assistance applaudit chaleureusement. Claire essuya discrètement une larme. « Et, j'aimerais que vous m'aidiez, » ajouta Geneviève en se tournant vers sa mère adoptive. « Voulez-vous enseigner la gestion aux futurs apprentis ?» Claire hocha la tête, incapable de parler. Pour la première fois de sa vie, on lui offrait la chance de réparer plutôt que de détruire. 6 mois plus tard, l'école Antoine et Marie ouvrait ses portes dans l'ancien atelier du grand-père d'Antoine. Geneviève, son bébé dans les bras, regardait avec fierté la première promotion d'apprentis découvrir les secrets de la pâtisserie traditionnelle. Claire était devenue une enseignante respectée, trouvant dans la transmission une paix qu'elle n'avait jamais connue. Voir ces jeunes retrouver confiance grâce aux cours apaisait peu à peu les blessures de son cœur. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles dorées voltigeaient devant les fenêtres, Geneviève proposa à Claire de préparer ensemble la recette de madeleine d'Antoine. C'était la première fois qu'elle cuisinait côte à côte. Claire cassa les œufs avec une précaution touchante, ses gestes encore hésitants après tant d'années d'éloignement de la cuisine. Geneviève la guidait patiemment, corrigeant d'une main douce la façon dont elle tenait le fouet. Comme ça, doucement. Il faut parler à la pâte. Quand les madeleines sortirent du four, parfaitement dorées et gonflées, Claire en prit une entre ses mains tremblantes. Elle la porta à ses lèvres et ferma les yeux. « C'est exactement le goût que faisait Marie quand nous étions enfants, » chuchota-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois depuis 36 ans, Claire souriait en pensant à sa sœur sans ressentir de douleur. Geneviève plaça délicatement la madeleine de Claire dans un petit cadre doré. « La première création de notre réconciliation, » dit-elle tendrement. Elle aura sa place dans la chambre du bébé. Dehors, la vie continuait son cours dans les rues de Lyon. Mais dans cette pâtisserie où tout avait commencé, une famille s'était enfin reconstituée. Pas celle du sang, mais celle du cœur. Et c'était la plus belle de toutes. La petite Louise avait les yeux verts de son arrière-grand-père Antoine et la curiosité obstinée de sa mère. À 3 ans, elle passait ses après-midi dans la pâtisserie, perchée sur un tabouret spécialement conçu par Thomas, observant Geneviève travailler avec une fascination qui faisait sourire tous les clients. « Maman, moi faire gâteau », réclamait-elle chaque jour de sa voix cristalline. Ce matin-là, Geneviève céda enfin. Elle installa Louise devant un petit saladier, lui donna une cuillère en bois et commença à lui montrer comment casser un œuf. « Doucement, ma chérie. Il faut parler gentiment à la pâte. » Claire, devenue une grand-mère attentionnée, observait depuis le comptoir. À 63 ans, elle avait trouvé dans son rôle d'enseignante à l'école Antoine et Marie une paix inespérée. Voir ces jeunes retrouver confiance grâce à la pâtisserie guérissait ses blessures. Louise mélangeait la pâte avec une concentration intense, ses petites mains guidant la cuillère avec une précision troublante. Geneviève échangea un regard émerveillé avec Thomas, qui filmait discrètement la scène. « Regarde comme elle tient cette cuillère », murmura Claire, émue. Exactement comme Antoine quand il avait son âge. La petite Louise goûta la pâte du bout du doigt et hocha gravement la tête. « C'est bon, maman. Comme dans mon cœur. »
Ces mots simples firent trembler Geneviève. Antoine avait écrit dans une de ses lettres, « La vraie pâtisserie, celle qui compte, se fait avec le cœur et se goûte avec l'âme. » Quand les madeleines de Louise sortirent du four, légèrement irrégulières mais parfaitement dorées, toute la pâtisserie applaudit. La fillette rayonnait de fierté, tenant sa première création comme un trésor. Claire s'approcha, les yeux brillants de larmes heureuses. « Puis-je en goûter une, ma petite étoile ?» Louise tendit fièrement sa madeleine à sa grand-mère. Claire la croqua délicatement et ferma les yeux, savourant non seulement la saveur, mais toute l'histoire qui se perpétuait dans ce geste simple. « Elle a le don, chuchota-t-elle à Geneviève. Le vrai don de famille. » Dehors, l'école Antoine et Marie bruissait d'activité. La 15e promotion terminait sa formation, prête à porter l'héritage lyonnais dans le monde. Le rêve d'Antoine se réalisait, transmettre l'art de créer du bonheur une recette à la fois. Geneviève serra Louise contre elle. 4 générations s'étaient succédé, le grand-père d'Antoine qui avait fondé la pâtisserie, Antoine qui avait révolutionné les recettes, elle-même qui avait ressuscité la tradition, et maintenant Louise qui la perpétuerait. L'amour avait triomphé de l'abandon. La famille du cœur avait vaincu celle du sang. Et quelque part dans le parfum de vanille qui flottait dans l'air, les âmes d'Antoine, Marie et Marguerite souriaient en voyant leur héritage entre de si bonnes mains. L'histoire continuait, plus belle que jamais.